Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe très bien dans vos vies. Vous pouvez rentrer. Nous allons commencer. Nous allons être courts et nous allons être précis. Nous allons être courts et précis. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe très bien pour vous. Alors, le sujet que nous allons aborder est très important. Il en va ici de votre avenir, il en va de l'avenir de vos enfants, il en va de l'avenir des peuples, de la liberté financière des familles, de la liberté et de l'autonomie financière des peuples. Et par peuple, je parle principalement de tous les expatriés qui vivent en Occident. Par expatriés, j'entends principalement les Africains, donc les personnes de la diaspora africaine, quel que soit le pays d'où est-ce que vous êtes partis et quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes arrivés. Donc, n'hésitez pas de tapoter et de partager. Nous commençons dans approximativement 5 minutes pour pouvoir donner la chance à tout le monde de nous prendre au démarrage. So, good afternoon everyone. I hope you are doing well. Nous allons commencer dans 10 minutes. S'il y a des anglophones ici, dites-moi pour que je puisse faire la traduction au fur et à mesure que je parle. Au pire des cas, voilà. Donc, ce sujet est très important. Je dis bien, il est extrêmement important. Donc, n'oubliez pas de le partager. Je n'avais pas prévu de live aujourd'hui, mais n'oubliez pas de le partager. Je répète, ce sujet est extrêmement important. Donc, nous allons être courts. Nous n'avons que 45 minutes, voire 1 heure de live. Et nous allons être très courts pour pouvoir débattre là-dessus. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà et pour ceux qui me suivent déjà, ça fait 1 an et demi, voire 2 ans, que je parle de l'euro numérique. S'il y a des gens ici qui me suivent depuis, ça fait 1 an et demi, voire 2 ans, que je parle de l'euro numérique. L'euro numérique, qui est une monnaie qui va être 100% numérisée, d'accord ? Qui va permettre les transactions des biens, des personnes, qui va permettre les paiements, qui va permettre une forme de fluidité, d'accord, des transactions économiques, fluidité des transactions monétaires, fluidité des fonds. Et cette fluidité va être l'élément principal autour duquel va graviter les échanges commerciaux, économiques, entrepreneuriaux, les achats des biens et des services. Donc voilà ce que c'est que l'euro numérique. Il va fonctionner comme une monnaie. Par contre, la particularité de cette monnaie, c'est qu'elle est 100% numérique. Alors, pourquoi la nécessité d'une monnaie numérique? Il y a de cela 1 an. Je vous avais dit l'année passée qu'en fait, il y avait eu le World Economic Forum. Le World Economic Forum avait pris des résolutions. Pendant ce forum-là, les grandes puissances de ce monde avaient décidé de prendre des résolutions pour une meilleure gestion et un contrôle optimal de la monnaie. Une meilleure gestion et un contrôle optimal de la monnaie. Pourquoi? Parce que dans la monnaie, il y a la réalité selon laquelle il y a 2 formes de monnaie ou il y a 2 types de monnaie. Il y a ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire et il y a la monnaie numérique. La monnaie fiduciaire, c'est quoi? C'est tout ce qui est monnaie matérielle, c'est-à-dire papier, pièces, etc. Donc, tout ce que vous pouvez utiliser comme ressources, d'accord, physiques, pour pouvoir opérer des transactions, pour pouvoir faire des achats, acquérir des biens, payer des services, d'accord, faire fructifier un business ou faire fructifier telle ou telle chose. Alors, pourquoi le cash dérange? Le cash dérange pour une raison qui est toute simple. Le cash est intraçable. C'est pour cela qu'il dérange. On ne peut pas tracer le cash. On ne peut pas savoir d'où est-ce qu'il est parti et où est-ce qu'il est arrivé. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a acheté,
comme service ou qu'est-ce qu'il a acheté comme bien. On ne peut pas savoir avec exactitude à quoi il a servi, ok, et comment est-ce que on le protège, on le garde, on le fait fructifier, on le fait évoluer, et tous ces différents éléments-là. Donc, le cash est intraçable. Et à cause du fait que le cash ne peut pas être tracé, il ne peut pas être contrôlé. Et si le cash ne peut pas être contrôlé, il ne peut pas être ponctionné. Par ponction, j'entends quoi ici? J'entends ici par ponction tout ce qui est lié à la fiscalité, tout ce qui est lié à l'œil de l'État. Donc, une monnaie qu'on ne peut pas suivre, qu'on ne peut pas tracer, on ne peut pas la contrôler. Et si on ne peut pas contrôler la monnaie, on ne peut pas prélever dessus. Et ce que l'État veut faire et ce que l'État veut mettre en place, c'est de pouvoir se servir ou c'est pouvoir surtout veiller sur les finances, l'argent des gens. Où est-ce que cet argent est parti et où est-ce que cet argent arrive? C'est pour cela que depuis des décennies aujourd'hui, vous avez le système de plafonnage bancaire. C'est-à-dire, c'est votre argent que vous travaillez, mais on vous dit combien de votre argent que vous travaillez, que vous gagnez, combien vous pouvez prendre à l'intérieur et combien vous devez obligatoirement laisser. Vous allez à la banque, vous demandez votre argent. Au-delà d'un certain montant, il vous faut fournir un justificatif. C'est votre argent, mais pour pouvoir récupérer vos sous, vous devez fournir un justificatif. C'est extrêmement grave parce qu'en fait, cela limite les possibilités des citoyens et cela surtout contraint les citoyens à tout mettre en lumière sous le regard omniscient de l'État. Et l'État fonctionne comme un organe omniscient qui doit tout voir pour pouvoir tout contrôler par la suite. Et ici, je m'adresse principalement à la diaspora. Vous êtes africain, que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce live sera court, mais il sera efficace. Et l'omniscience de l'État sur vos finances est important. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement ou un État ne vit que de ce que le gouvernement et l'État peuvent prélever des populations sur la base de la fiscalité, donc des impôts. Et en fonction de la fiscalité et donc des impôts, l'État prélève. Mais pour que l'État puisse prélever correctement, l'État doit voir ce que vous avez dépensé correctement ou totalement. Ça, c'est la première phase qui justifie l'installation de l'euro numérique. On nous avait annoncé que l'euro numérique allait arriver en 2027, mais non, la loi est passée. C'est là, en novembre, là, que l'euro numérique va être petit à petit mis en place. Et cette première phase va durer 2 ans, c'est-à-dire c'est une phase d'installation et c'est une phase d'acclimatation. Cette phase-là d'installation va servir à quoi? Premièrement, elle va servir à habituer les citoyens à de plus en plus utiliser l'euro numérique. Elle va aussi servir à habituer les commerçants à de plus en plus recevoir l'euro numérique. Ok? Donc, c'est une forme d'endoctrinement qui va durer 2 ans. Et c'est à la fin de ces 2 années que l'on va maintenant décider si oui ou non, on va mettre en avant à l'échelle globale, à l'échelle professionnelle, à l'échelle entrepreneuriale, l'utilisation de cet euro numérique. C'est pour cela que nous, de notre côté, ça fait 2 ans également que nous tirons la sonnette d'alarme sur la nécessité d'un rapatriement des fonds sur le continent. Vous tous qui travaillez en Occident, ne pensez pas que l'Occident est la terre qui, en réalité, va vous héberger comme si vous étiez des autochtones. Je ne suis pas dans un message de division, je suis dans un message réaliste. C'est-à-dire que ce que je dis peut être vérifié. Vous qui êtes membre de la diaspora, et quelle que soit la diaspora, d'où est-ce que vous êtes parti, comprenez qu'il est nécessaire à l'heure actuelle d'avoir une autonomisation financière. Et cette autonomisation, vous ne pouvez l'obtenir qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est d'où est-ce que vous êtes parti pour la majeure partie d'entre vous. Ou dans les autres pays qui vont refuser une forme de centralisation, d'accord, de la monnaie. C'est pour cela et par anticipation que vous avez vu des États comme la Grande-Bretagne qui comprenaient qu'il était primordial d'éviter à tout prix une forme de centralisation totale, globale de la monnaie, de la politique et des armées, que la Grande-Bretagne avait déclenché le Brexit. Et la Grande-Bretagne était sortie de l'Union européenne aussi pour des raisons économiques. Parce que ce genre de loi arrivait
Et il faut bien comprendre que nous, les citoyens, lorsque nous analysons le schéma ou la sphère politique et sociale de nos pays, on a souvent un regard qui est très court. Mais les politiciens, ils ont parfois un regard qui part sur 10, 15, 20 ans. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent l'État. Et donc, ils ont la prédisposition nécessaire pour pouvoir voir ce qui peut arriver 10 ans avant que la chose n'arrive. En fonction des calculs, en fonction des prévisions budgétaires, en fonction des prévisions politiques, des prévisions militaires, des prévisions socio-bilatérales ou géopolitiques. Et ça, c'est le regard que la population n'a pas. Et pendant qu'on est en train de nous abrutir à travers les réseaux sociaux, pendant qu'on est en train de nous abrutir et de nous distraire à travers les télé-réalités, il y a des décisions qui vont affecter l'avenir de nos enfants qui sont en train d'être prises aujourd'hui. Et des décisions qui sont prises en 2023 peuvent avoir un impact sur 2030, sur 2035, sur 2040. C'est pour cela que nous tirons la sonnette d'alarme sur la nécessité d'abord, d'investir dans vos pays respectifs d'origine, de rapatrier les fonds et de ne pas croire à tort que tout ce que vous gagnez, vous devez forcément le dépenser dans ces pays-là dans lesquels vous habitez, si vous êtes en Occident et donc si vous êtes dans l'espace Schengen. Donc voilà le premier point. Pour tous ceux qui doutaient de cette affaire de l'euro numérique, la BCE, la dame que vous voyez à l'écran, c'est Christine Lagarde. D'accord? Et c'est la directrice générale de la BCE, qui est la Banque Centrale Européenne. Et la BCE vient de valider, d'accord? Donc la BCE vient de valider la sortie de l'euro numérique. La BCE vient de valider ça. OK? Donc voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la première étape. Alors, la deuxième phase, ça va être que cette phase préparatoire-là, qui va être celle d'une mise en place de cette doctrine du paiement 100% numérique, va aussi amorcer une autre idéologie. L'idéologie, lentement, mais sûrement, de la suppression, d'accord, du fonds fiduciaire ou de la suppression du cash. Et la suppression du cash ici va restreindre les libertés de dépenses, va restreindre les libertés d'investissement, va aussi restreindre les libertés, de support économique des populations. La liberté de dépense, c'est quoi? C'est-à-dire que tu ne pourras plus dépenser ce que tu veux dépenser comme tu veux le dépenser. Ça, c'est la liberté de dépense. Tu ne pourras plus dépenser combien tu veux dépenser, quand tu veux le dépenser. Et donc, une monnaie centrale comme la monnaie numérique, en supprimant le fonds fiduciaire, donc en supprimant la monnaie fiduciaire, donc le cash, va avoir pour impact de limiter, d'accord, la possibilité de dépense des populations. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça va avoir pour impact de limiter les capacités d'investissement de ces populations-là. Et troisièmement, ça va avoir pour impact de limiter l'apport économique que nous avons par rapport à nos populations, par rapport à nos pays, par rapport à des choses que nous faisons, soit en Afrique, le support que nous apportons en Afrique et toutes les choses que nous mettons en place. D'accord? Et c'est en fonction de tous ces différents éléments que le fonds fiduciaire va apporter cette forme de support, à la fois économique, à la fois géopolitique, à la fois stratégique, à la fois humanitaire, à la fois social. Ça, c'est important. D'accord? Donc, il est important et nécessaire de prendre ça en compte. Et si la monnaie devient 100% numérique, nos transactions pourront être 100% filées, 100% gérées, 100% limitées, donc 100% restreintes. OK? Troisième point. Alors, la première phase là qui dure 2 ans aura pour effet d'habituer les Européens, déjà les Français, premièrement, mais en plus les Belges, les Espagnols et toutes les personnes qui sont membres de l'Union européenne, ça aura pour effet de les habituer au fur et à mesure à une forme d'utilisation presque permanente, d'accord, presque permanente de l'euro numérique. Et je tiens à être précis, les amis, comme je l'ai dit au début du live. Lorsque on va continentaliser, c'est comme ça que je vois la chose, lorsqu'on va continentaliser l'euro numérique, ça aura un impact flagrant sur vos dépenses. Déjà qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser les deux monnaies, c'est-à-dire fiduciaire cash, c'est-à-dire électronique
donc paiement par carte bancaire et tout ça. Déjà qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir les deux, mais que vous avez des limitations sur la base de vos paiements, sur la base de vos retraits, sur la base de ce que vous dépensez, sur la base de comment est-ce que vous retirez votre argent. Par exemple, en France, tu ne peux pas aller à la banque et tu retires 10 000 euros de ton propre compte bancaire sans que tu n'aies eu à fournir de justificatif. Ce n'est pas possible. Tu dois justifier où va aller l'argent. Il va faire quoi, pourquoi, il va acheter quoi. Et il y a même certaines de nos dépenses, lorsqu'elles atteignent un certain seuil, nous sommes obligés de les justifier. En montrant des factures, en montrant ceci, en montrant cela. Et ça, c'est trop grave. C'est trop grave pour la liberté du citoyen. OK? Maintenant, il faut savoir que les justificatifs qui ont été donnés par l'Union européenne pour pouvoir mettre en place le fonds de l'euro numérique, ça va déjà être, ils veulent, selon eux, faciliter les paiements. Depuis là, on ne sait pas si les paiements sont difficiles à être effectués parce que les nations fonctionnent toujours. Mais ça va être de faciliter les paiements. D'accord? Et ça va aussi être de lutter contre, selon eux, le blanchiment d'argent. D'accord? Ils parlent de blanchiment d'argent. Et n'oubliez pas que lors d'un précédent live, lorsque j'étais en train de vous parler de la nécessité d'investir en Afrique, j'étais en train de vous dire que parmi les justificatifs qu'ils vont donner pour pouvoir faire passer crème leur projet, ça va être la lutte contre les phénomènes de corruption, ça va être la lutte contre les mécanismes entre griffes, les mécanismes de blanchiment d'argent. Par exemple, lutter contre la drogue, lutter contre la prolifération de ceci, lutter contre la prolifération de cela. OK? Et ça, ce n'est pas bon. Parce qu'en réalité, mettre ça en avant, c'est jouer d'un point de vue psychologique sur les motifs, sur l'humanité et sur la perception que les gens ont du monde de la délinquance. Et c'est ça qu'ils veulent mettre en avant pour pouvoir justifier en fait ce qui est à long terme un contrôle des finances des populations. Et je le répète et j'insiste, il est nécessaire, si tu es membre de la diaspora et si tu es africain, où que tu sois dans l'espace Schengen, il est nécessaire de prendre en compte l'urgence et surtout l'importance d'investir sur le continent africain, soit dans ton pays d'origine, soit dans un pays voisin, mais il est important d'investir sur le continent, d'investir dans le pays d'où est-ce que tu es parti, et je vais dire pourquoi à la fin de ce live. Donc voilà le troisième point. Ils vont utiliser la lutte contre toute forme de délinquance, blanchiment d'argent comme justificatif primordial pour pouvoir faire passer cette loi crème. Pour terminer, il faut savoir qu'il y a des organismes qui voient d'un très mauvais œil cette centralisation de la monnaie. Ils voient ça d'un très mauvais œil. Pourquoi ils le voient d'un mauvais œil? À cause du fait que pour pouvoir utiliser l'euro numérique, donc pour pouvoir utiliser l'euro numérique, tu vas devoir avoir un compte numérique. De la même manière que pour pouvoir utiliser le fonds fiduciaire, tu as un compte réel à la banque. Le compte numérique met en lumière deux failles. La première faille, c'est que les États auront un accès presque inédit, presque total, presque absolu sur la vie privée des gens. Ça veut dire que toi, tu viens, tu crées ton compte. Il n'y a plus la notion d'anonymat. L'anonymat est complètement supprimé parce qu'on doit savoir qui a créé le compte, premièrement. Deuxièmement, il y a un contrôle absolu sur tous les flux financiers au départ et à l'arrivée. Tout ce qui est transaction, achat, virement, paiement, prêt, épargne, je ne sais pas moi, livret A, tout ce qui sera transaction financière va devoir passer sous l'œil omniscient de l'État. L'État verra tout. Je dis bien l'État verra tout. Donc, si tu envoies de l'argent à ta maman, je ne sais pas moi, dans tel pays, l'État saura que tel jour, à tel endroit, tu as envoyé l'argent à ta maman. Si tu envoies à ton cousin, l'État saura que tu as envoyé de l'argent à ton cousin. Aujourd'hui, c'est encore un peu bien parce que nous passons par des services de transfert de fonds annexes, Western Union, MoneyGram, etc. etc. C'est un peu plus simple. La problématique maintenant, par la suite, c'est que toutes les transactions ne pourront être gérées que de banque à banque. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué, d'accord? Ça va être beaucoup plus difficile et ça va être beaucoup plus pénible. Et comme les fonds fonctionnent par quota, l'État pourra fixer le quota de ce que tu peux envoyer et de ce que tu ne peux pas envoyer. Maintenant, admettons que tu te retrouves dans une situation
où il y a une urgence et qu'en fonction de cette urgence, tu ne sois pas capable de pallier à cette dernière-là. Donc, la personne que tu veux aider ne pourra pas bénéficier de l'aide que tu peux lui fournir simplement parce que tu as peut-être atteint ton quota de paiement annuel ou ton quota de paiement mensuel ou ton quota de paiement trimestriel. Et c'est dangereux d'avoir une politique aussi centralisatrice que celle-là. C'est extrêmement dangereux. D'accord? Et le deuxième aspect, c'est lequel? C'est que on pourra maintenant agir, et je pense que là, ce n'est que la première étape, mais les autres étapes vont arriver. Les autres étapes, concrètement, c'est quoi? C'est qu'on pourra maintenant influencer lentement, mais très sûrement, la politique d'investissement des gens. Il y aura des domaines, par exemple, où tu ne pourras plus investir aussi facilement que dans d'autres. Soit parce qu'il te sera fixé un quota, ou soit parce qu'il te sera fixé une forme d'obligation de passer par la monnaie numérique. Alors que nous savons pertinemment que parfois certaines personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat n'obtiennent pas leur argent principalement de leurs activités. Il peut arriver que tu puisses avoir un soutien familial. Il peut arriver que tu puisses avoir un soutien amical. Il peut arriver que tu puisses avoir un soutien, je ne sais pas moi, communautaire. Ça peut être une tontine, ça peut être tout ce que vous voulez, mais il peut arriver que les gens autour de toi croient en ton projet et te soutiennent. Et donc, la centralisation et la numérisation totale de la monnaie va briser la capacité des autres à pouvoir t'aider. Pourquoi? Parce que si les autres veulent mettre la main dans ce que tu fais, ils vont devoir le faire sous forme numérique. Et s'ils le font sous forme numérique, eux aussi, ils vont être obligés de briser leur anonymat. Et s'ils cassent leur anonymat, en réalité, tout le monde sera vu et tout le monde saura qui fait quoi, pourquoi. Donc la notion d'anonymat sera complètement balayée de la surface de la Terre. En tout cas, sur toutes les formes de finances que vous allez mettre en place. Et le danger, il est là. Ça veut dire que tu peux te retrouver en France, tu peux te retrouver en Belgique, tu peux te retrouver en Suisse, tu peux te retrouver, je ne sais pas moi, où tu veux, et ta famille au pays ne peut pas t'aider. Parce que si ta famille veut t'aider, il faut qu'il y ait des justificatifs, il faut qu'il y ait des choses qui vont prouver d'où viennent les fonds, le pourquoi, du comment, et on saura que telle personne a perçu tant de la part de la famille pour telle raison. Ok? Et l'autre danger, il est là. En fait, l'autre partie du danger, c'est là en réalité. Et les gens, ils plaisantent avec ça. Ils ont l'impression que, en fait, ce n'est que quelque chose de normal, de lambda, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus pénible. Il faut le prendre en compte. Et si on ne le prend pas en compte, c'est mort, on est grillé. Les amis, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Si on ne le prend pas en compte, c'est mort, c'est grillé, c'est terminé. D'accord? Donc voilà. Maintenant, là où ça devient encore beaucoup plus compliqué, surtout pour les expatriés et surtout pour les personnes de la diaspora, c'est que nous allons donner à l'État le pouvoir de contrôler à la fois nos ressources et par ricochet, exercer un contrôle sur les ressources de quelqu'un, c'est exercer un contrôle sur sa vie. Ça veut dire que, à long terme, des lois qui vont accompagner ce projet-là, il y a des lois qui vont accompagner la monnaie numérique, qui vont être des lois, par exemple, de saisie financière ou de saisie financière. D'accord? Ça veut dire quoi? Tu as un problème avec la justice, tu t'es fait contrôler, je ne sais pas moi, à tel endroit, tu as peut-être un excès de vitesse ou je ne sais pas moi comment, bah, l'État peut se servir sans commune mesure à l'intérieur de tes comptes. Donc l'État peut ouvrir ton compte, le geler, le bloquer, t'empêcher d'avoir X ou Y prestations, t'empêcher d'avoir la possibilité d'acheter X ou Y produits, t'empêcher de faire X ou Y choses. Donc l'État peut s'introduire dans tes finances et utiliser le chantage économique, le chantage financier comme une arme de dissuasion ou comme une arme de contrôle. Ça veut dire que c'est aussi un moyen de soumettre les populations à aller dans une direction ou dans une autre. Donc, tu vas te lever un matin, tu as fait un post en soutien à la Palestine. Ah bon, toi, tu as fait un post en soutien à la Palestine. D'accord. En fonction de ça, pouf, amende. Pouf, on se sert et pouf, tu perds de l'argent. Et ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Mais la partie submergée, c'est laquelle? La partie la plus sombre et obscure, c'est laquelle? C'est que pour les expatriés qui auront atteint un certain niveau ou une certaine capacité financière ou un certain pouvoir économique, l'État peut se lever un matin et décider
que parce que vous n'êtes pas des autochtones, parce que vous n'avez pas la nationalité, parce que vous n'avez pas telle ou telle capacité, parce que vous n'êtes peut-être pas originaire sur une ou deux générations, ben, vous ne pouvez pas déplacer les fonds, donc faire remigrer les fonds vers vos pays à hauteur, par exemple, de 100 000 euros. Bon, maintenant, admettons que tu es, toi, bossé dur, que tu sois entrepreneur et que par la force des choses et par la force de tes capacités, l'autre là, entrepreneuriales, tu aies pu atteindre, par exemple, on va dire 1 million d'euros de capital financier. Dans un pays comme la France, ben, l'État peut décider, avec une numérisation totale et une centralisation globale de la monnaie, l'État peut décider que sur le million d'euros que tu as eu à accumuler en France, parce que tu les as accumulés en France, tu ne peux rapatrier chez toi que 100 000 euros. Maintenant, les 900 000 euros, tu es obligé de les dépenser dans l'espace Schengen. Comment tu fais? Comment tu fais? Parce qu'avec ce genre de loi, la dérive n'est jamais très loin. Et je sais de quoi je parle. Avec ce genre de loi, la dérive n'est jamais très loin. Nous tous, on croyait, parce que la dernière fois que j'ai fait ce live-là, sur l'euro numérique, la dernière fois que j'ai fait ce live, jusqu'à preuve du contraire, le projet était reporté à 2027. Mais là, on nous dit que dès le 2 novembre prochain, le projet est actif. Et cette première phase-là va durer 2 ans. Donc une phase d'acceptation et de soumission de la population. C'est grave. Et nous, on voit des choses comme ça et on plaisante avec ça. D'accord? Et maintenant, le troisième, en tout cas le dernier pilier, c'est que la Banque Centrale Européenne veut contrer, briser et démolir l'élan et la supériorité surtout qu'a pris les crypto-monnaies. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée. Comme le dit son nom, crypto-monnaie, une monnaie cryptée. C'est-à-dire, c'est une monnaie 100% numérique, mais qui fonctionne avec un principe fiduciaire. Ça veut dire quoi? C'est une monnaie qui s'échange sur le Forex. Pour ceux qui ne connaissent pas le Forex, en gros, c'est quoi? Le Forex, c'est l'autoroute de l'argent. D'accord? C'est l'autoroute de l'argent. C'est comme un ordinateur qui a une puce électromagnétique à l'intérieur. Les données passent par cette puce-là. C'est comme la fibre optique. Les données passent par des câbles qui sont sous l'eau. Eh bien, le Forex, c'est numérique et c'est l'autoroute par laquelle passe l'argent. Et dans ce Forex-là, il y a un certain type de monnaie. Ces monnaies-là, la particularité de ces monnaies, c'est qu'elles peuvent être échangées, tout comme dans la monnaie normale. Elles peuvent être achetées, elles peuvent être gardées et elles peuvent être, dans une certaine mesure, cachées. Et si elles sont cachées, elles peuvent échapper à un contrôle total des États. Donc, être une monnaie totalement libérale, pour une utilisation totalement libérale, mais surtout pour une capacité de retrait totalement libérale. Parce que la crypto-monnaie, c'est une monnaie, en fait, que tu achètes, qui t'appartient à 100%, que tu utilises à 100% quand tu as envie, que tu retires partout dans le monde, et donc qui échappe à toute forme de législation, ok, étatiques, qui sont basées sur les principes d'expoliation, qui sont basés sur les principes de vol et sur les principes de ponction pour pouvoir alimenter le système fiscal et pour pouvoir alimenter le système d'imposition, donc les impôts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les États vivent de l'argent des impôts. C'est comme ça qu'un gouvernement survit, en fonction des impôts et des prélèvements et des contrats et de tout ce qui permet à l'État de pouvoir faire fructifier les fonds. Et ce projet de l'euro numérique naît à cause de la grande prolifération, surtout dans l'espace européen, des crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies mettent à mal les banques. Pourquoi? Parce que l'argent qui circule sur le Forex ne peut pas être tracé. Il part d'un côté, il part à un autre endroit, et puis on ne sait plus où est-ce qu'il est passé. Il y a même des clés USB numériques qu'on appelle des clés Ledger. Ledger qui est une société française qui avait été fondée par Éric Larchevêque, qui est l'un des start-upers les plus riches de France, d'accord? Éric Larchevêque, par exemple, il avait fondé le système Ledger, qui est un système de cryptage, c'est-à-dire, pour vous déplacer, vous avez des cartes de crédit, d'accord? Pour déplacer votre argent, vous avez des cartes de crédit. Et bien lui, il a imaginé le même système, mais sur une clé USB. Et la particularité de cette clé USB, c'est qu'elle a un code à plus de 20 caractères que seul toi, tu maîtrises. Donc, si on te vole cette clé USB-là, personne t'ayant volé cette clé ne peut récupérer les sous qu'il y a dessus. Personne. Or que vos comptes bancaires, on peut les craquer. C'est-à-dire, on peut faire passer une loi
où on peut dire que si, par exemple, en France, un délinquant est, par exemple, multirécidiviste en fonction de tel ou tel critère, ou si, par exemple, en France, vous avez quelqu'un qui, par exemple, est déchu de la nationalité, on peut récupérer ses fonds. Si, par exemple, en France, vous avez quelqu'un qui fait, par exemple, un trouble à l'ordre public, on peut récupérer ceci, récupérer cela. Et donc, la loi va être votée et va surtout être trafiquée dans l'optique d'expolier, dans l'optique de voler l'argent et les ressources financières des populations. Je ne suis pas un complotiste, j'établis des faits. Et moi, ça fait 1 an et demi que je parle de ce sujet de l'euro numérique. Mais j'ai comme l'impression que notre communauté n'a pas suivi. Et c'est dangereux ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe là maintenant, c'est très dangereux. Et nous insistons sur la nécessité d'une prise de conscience collective. J'insiste et je ne le dirai jamais assez. Rapatrier les fonds. Je répète, rapatrier les fonds. Investissez dans vos pays. Si vous n'investissez pas dans vos pays, ne pensez pas que l'accumulation des ressources que vous aurez à la banque vous servira à grand-chose. Un jour, vous pouvez vous lever un matin avec vos 70 000 euros à la banque, avec vos 55 000 euros à la banque, avec vos 23 000 $ à la banque, avec vos 24 000 euros à la banque. Vous pouvez vous lever un matin, une loi est passée dans l'anonymat la plus totale et cette loi stipule que ton argent, tu ne peux pas le dépenser au-delà d'un seuil donné. Bon, maintenant, si mon argent, je ne peux plus le prendre au-delà d'un seuil donné, qui gère mon argent en réalité? Les amis, réfléchissez à cela. Et comme je vous avais dit, le live allait être court. Je vais terminer en disant ceci. Alors, quand on dit de rapatrier les fonds, d'investir dans vos pays, faites des business, travaillez pour vous, travaillez pour vos familles, travaillez pour vos enfants, essayez de faire le nécessaire pour que les choses se passent bien, ce n'est pas parce qu'on a envie de faire de la propagande, mais c'est parce que nous avons un réel souci et un réel cri de cœur qui va dans le sens de nos populations et dans le sens de nos nations. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes tous des humains. Il peut arriver qu'on fasse des erreurs, il peut arriver qu'on ne fasse pas bien les choses, mais ça ne doit pas nous rendre aveugles et surtout sourds aux réalités qui nous entourent. Être aveugle et sourd aux réalités qui nous entourent, c'est vivre en fait comme dans une forme de bulle spatio-temporaire où on ne se rend pas compte qu'on est en mouvement et qu'on est en train d'aller lentement mais sûrement vers le chaos. Je vais terminer en disant ceci. Il arrivera un temps sur cette terre-là où le seul endroit sur terre où le climat des affaires sera positif, prolifique et surtout bénéfique, ce sera l'Afrique. Ça a déjà commencé et c'est parti pour durer 1 siècle, voire 2 siècles. Je dis bien ça a déjà commencé et c'est parti pour durer 1 siècle, voire 2 siècles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre retard technologique en Afrique, considérez-le peut-être comme une fatalité, mais en fait, notre retard technologique en Afrique a été une bénédiction. Notre retard technologique en Afrique a été un moyen pour nous de pouvoir constater les dégâts des autres. Et si nous sommes intelligents, nous aurons la possibilité maintenant de rectifier les dégâts qu'il y a eu chez les autres, de l'amener à un paradigme 100% africain pour une utilisation saine et un investissement rentable. D'accord? Et il arrivera un temps où sur Terre, les seuls endroits où il y aura la monnaie numérique, je dis bien les seuls endroits où il y aura une monnaie plutôt fiduciaire, où il y aura une certaine forme de liberté économique, de liberté financière, il n'y aura que 3 endroits sur Terre. Le premier de ces endroits, ça va être l'Afrique. Pourquoi? Parce que 90% de nos transactions sont des transactions cash. Pourquoi? Parce que le marché africain est dominé par le secteur informel. Le secteur informel, c'est quoi? C'est le secteur maraîcher, c'est le secteur pisciculturel, c'est le secteur agricole, c'est le secteur entre griffes qui permet aux populations de vivre au jour le jour ou bien au taux du jour. Ça, c'est le secteur informel. Le secteur formel, ça va être tout ce qui est lié aux entreprises, tout ce qui va être lié aux multinationales, etc., etc. Et l'Afrique est dominée par ces 2 marchés
Et les transactions financières, la quasi-totalité des transactions financières du peuple, en tout cas qui se font généralement en cash. On achète tout en cash. Même une maison, on l'achète en cash. Une voiture, c'est du cash. Un pain à la boulangerie, le cash. L'eau au supermarché, le cash. Je ne sais pas moi, le biberon de l'enfant, de bébé, du cash. Et tellement nous utilisons le cash, le temps de passer à une numérisation va prendre du temps. Parce qu'il faut habituer les populations et il faut surtout, dans une certaine mesure, les conditionner à une utilisation qu'ils ne pourront pas contrôler. Et comme nous avons une soif de contrôle, une soif de ce que nous dépensons, une soif de comment est-ce que nous dépensons ce que nous dépensons, il est logique de penser et surtout utile de croire que même dans les décennies à venir, l'Afrique restera dans une certaine mesure fiduciaire. Ok? C'est pour cela que vous verrez qu'en Afrique, nous avons des gens, ils cachent, bon, ils ne cachent pas, ils gardent. Il y a des gens qui ont des banques chez eux à la maison. C'est-à-dire qu'il a une pièce où il stocke son argent. Il ne préfère pas aller le donner à la banque, il stocke ça chez lui. Comme ça, dès qu'il en a besoin, il le prend. Il y a aussi certains qui partent faire des dépôts à la banque, mais vous remarquerez que les grands dépôts qui sont faits à la banque, ce sont des dépôts qui sont faits dans des banques locales qui fonctionnent un peu comme des mutuelles. Et les banques locales en Afrique, il y en a plusieurs. On a UBA, on a EcoBank, on a plusieurs banques sur la base locale. Mais vous remarquerez que les banques étrangères que nous avons sur le continent africain, la majeure partie des gros fonds qu'il y a dans ces banques étrangères-là, ce sont des fonds d'entreprise, ce sont des fonds de commerce, ce sont des fonds de structure, ce sont des fonds d'État. Mais nous, les citoyens, le peuple lambda, lorsque nous voulons garder notre argent, nous partons généralement vers des banques locales ou vers des mutuelles. On a des mutuelles comme Mucodec, EcoBank. Voilà, on va plus vers ces organismes-là parce que c'est plus simple pour nous. Parce que ces organismes ont été conçus selon le paradigme africain, c'est-à-dire pour un stockage ponctuel ou continu des fonds, mais pour un déblocage aussi optimal de ces mêmes fonds-là. C'est pour ça que nous n'avons peut-être pas de problème à retirer notre argent, nous n'avons peut-être pas trop de justificatifs à fournir lorsque nous récupérons notre argent. La différence entre le système monétaire chez nous et le système monétaire en Occident, c'est principalement celui-là. Ok? Donc l'Afrique pourra être épargnée. Et cette épargne-là est nécessaire parce que ça va nous permettre de sécuriser l'avenir de nos enfants, de protéger notre héritage et de protéger surtout la prolifération de tous les mécanismes de ponction économique qui sont en train de prendre naissance en Occident. Le deuxième endroit sur Terre où l'argent continuera à circuler, peut-être aussi longtemps que possible, ça va être l'Asie mineure. Donc une partie de l'Inde, une partie de la Chine, une partie de la Russie. Cette partie-là, l'argent va fonctionner. Et le troisième endroit, ça va être les Amériques. Les Amériques, pourquoi? L'Amérique du Nord, par exemple, avec les États-Unis impriment le dollar. Et ils impriment autant de dollars qu'il faut pour pouvoir maintenir leur économie à flot. C'est aussi pour ça que les États-Unis d'Amérique ont la dette intérieure la plus élevée de la planète. Parce que c'est des personnes dont la monnaie est adossée principalement sur leur portabilité et leur portance économique. Et donc, du coup, ils peuvent imprimer autant qu'ils peuvent, autant qu'ils veulent, ce qui fait qu'ils peuvent noyer le marché. Et donc, du coup, ils peuvent en prendre le contrôle total. C'est à cause de ça qu'ils dirigent et gouvernent l'économie mondiale, mais c'est aussi principalement à cause de ça que le dollar est la principale monnaie des transactions internationales. Ok? Et la deuxième partie, en tout cas la dernière partie, ça va être l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, avec des pays comme le Brésil, des pays comme le Chili, des pays comme Cuba, des pays comme le Paraguay. Pourquoi? Parce que ces pays-là, à cause des fortes activités commerciales, mais généralement des activités un peu sombres telles que le narcotrafic et tout ça, à cause des activités qui nécessitent obligatoirement une forme d'invisibilisation des fonds vis-à-vis du regard omniscient de l'État, ces pays-là aussi vont continuer à proliférer d'un point de vue fiduciaire. Maintenant, une fois que les réglementations prendront de plus en plus d'ampleur, vous remarquerez que les États vont de plus en plus s'autonomiser sur soit de la crypto-monnaie, comme l'Équateur l'a fait, parce que l'Équateur l'a fait. L'Équateur a nationalisé la crypto-monnaie, ou soit vers une création d'une monnaie locale. Et c'est vers là que nous, les Africains, nous allons partir. C'est-à-dire que lentement, mais avec beaucoup d'efficacité, nous allons tendre au fur et à mesure vers des monnaies locales africaines.
vers des productions monétaires africaines, soit régionales, par exemple avec des organismes tels que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, tels que la CEDEAO qui est bientôt là vers sa chute libre là, parce que la CEDEAO doit tomber à cause du fait qu'elle a trahi sa mission première, même si c'est l'organisme financier le plus performant d'Afrique. On ira lentement mais sûrement vers des monnaies locales. Et ces monnaies locales-là vont fonctionner sur deux piliers principaux. Le premier pilier, ça va être soit une monnaie nationale, donc que les pays vont imprimer eux-mêmes, à l'instar de la Guinée-Conakry ou du Zaïre, ou soit vers des monnaies sous-régionales. Par exemple, plusieurs pays se mettent ensemble, créent une monnaie, et les monnaies commencent à s'adosser sur les ressources de l'un des pays et va s'exporter ou va se dépenser, par exemple, sur les transactions d'avec un autre pays. Je vous donne un cas d'école. Admettons, par exemple, que dans le cadre de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, donc nous avons le Burkina Faso, nous avons le Mali et nous avons le Niger. Admettons que dans le cadre de cette alliance-là, qu'ils mettent en place une monnaie commune. Cette monnaie commune fonctionnera sur un principe, par exemple, qui peut être l'adossement de la monnaie sur les réserves de change, plutôt sur les réserves d'or du Mali, pour une exploitation et une commercialisation en passant par l'uranium nigérien et une forme de rentabilisation avec le nucléaire burkinabé. Et c'est comme ça que l'on peut mettre en avant des économies locales fortes, une monnaie locale forte, parce que l'Occident tombera. À un moment donné, il faut bien le mettre en compte, et bien le prendre en compte. L'Occident tombera. Et avec l'Occident viendra un chaos. Et comme ce chaos-là, si il n'est pas planétaire, ils n'accepteront jamais qu'il soit simplement occidental. Ils vont commencer à développer des mécanismes qui vont nous emmener lentement, mais sûrement vers un emprisonnement. Voilà pourquoi ce message est principalement adressé à la diaspora africaine de l'Occident. Je tiens à être précis, à tous mes frères et à toutes mes sœurs. Prenez en compte la nécessité de rapatrier les fonds. Rapatrier les fonds, ça veut dire quoi? Ramener les fonds vers la patrie. Et quand on dit ramener vers la patrie, ça veut dire que trouve n'importe quoi que tu peux faire pour loger de l'argent à l'intérieur à la simple et unique condition que cela soit prolifique, que cela soit bénéfique et que cela soit rentable. C'est tout ce qu'on te demande. Donc même si tu investis 200 $ par mois dans des cabines téléphoniques, fais-le. Même si tu investis 150 € par mois dans un débit de boisson, fais-le. Même si tu investis 100 € dans la mise en place d'un kiosque qui vend des sandwichs, fais-le. Mais dans tous les cas, rapatrie les fonds, ramène les fonds. Et arrêtez de vivre dans l'illusion occidentale selon laquelle vous allez totalement réussir. Votre génération peut-être réussira, mais la génération future qui est celle de vos enfants et la génération d'après qui est celle de vos petits-enfants, peut-être qu'elle paiera le prix fort. Donc, pour des raisons de responsabilité, pour des raisons surtout d'intelligence, d'humanité, de sagesse et même parfois de spiritualité, ne pensez pas qu'à vous. Pensez aussi à la progéniture que vous allez avoir. Pensez aussi aux enfants que vous allez porter. Pensez aussi à l'avenir des vôtres. C'est aussi à ça qu'il faut penser. Donc, si vous ne regardez pas aussi loin que votre nez, prenez en compte que vos enfants, eux aussi, auront besoin que maman ou papa ait préparé leur avenir. Ok? J'ai terminé. Je tenais juste à vous dire que oui, nous ne pensions pas ça là maintenant, on ne l'attendait pas, mais oui, la Banque Centrale Européenne vient de valider la mise en place de la phase 1 du déploiement de l'euro numérique. Maintenant, vous êtes informés, allez faire vos recherches, ne prenez pas ma parole comme parole d'évangile, juste allez faire vos recherches. Je vous souhaite de prendre conscience, je vous souhaite de réaliser qu'il y a un danger qui pèse sur nous. Je vous souhaite de vous mettre dans une forme de compréhension, les amis, que l'heure n'est pas à la rigolade et l'heure n'est pas à la plaisanterie. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais un complotiste. Par contre, je suis un afrocentré, pure souche. Et je sais qu'il est nécessaire, primordial et totalement important que l'Afrique se lève. Par contre, l'élévation de l'Afrique dont je parle ici, ce n'est pas de la propagande. Je ne suis pas dans une victimisation de l'Afrique
par rapport à l'Occident. Moi, je suis dans une responsabilisation d'une Afrique qui doit assumer ses responsabilités, mais qui doit surtout assumer son statut. Et le statut de l'Afrique, c'est quoi? C'est que nous sommes le continent le plus riche de la planète en termes de ressources naturelles, mais nous sommes le continent le plus pauvre de la planète en termes de mindset, en termes de réflexion et en termes de stratégie. Et c'est ça qui doit changer. Et ça change par quoi? Par une sensibilisation accrue, par un réveil des consciences et par une méthodologie de qu'est-ce que nous devons faire, de pourquoi nous devons le faire et de comment est-ce que nous allons le faire. C'est nécessaire. Donc, l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci et très bonne soirée à vous.